Je suis Anthony Gentelet, je suis le directeur du cabinet PDM, cabinet d'accompagnement qui existe depuis 15 ans et qui accompagne les entreprises sur le sujet de la conception de politique handicap et l'accompagnement des salariés à la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc je te laisse te présenter, Olivier. Donc, Olivier Schneider, je suis responsable de l'insertion depuis 17 ans au sein d'ISS France, ex-ISS France, puisque depuis aujourd'hui, et je vous l'annonce en avant-première, donc ISS France n'existe plus. Nous avons été rachetés, nous rejoignons le groupe Honnête avec grand plaisir, puisque c'est un groupe qui partage nos valeurs. Et donc c'est avec beaucoup de joie effectivement qu'on va pouvoir recommencer à travailler ensemble. On n'a jamais cessé, mais du coup on redémarre un petit peu, une renaissance. On a de la chance, on a l'occasion d'avoir un scoop. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour justement vous expliquer de l'expérience d'Olivier au sein de ISS, comment il a fait pour mettre en place une politique handicap adaptée et efficace. C'est déjà, je dirais, avant de commencer à réfléchir à mettre en place une politique handicap, c'est déjà de se poser la question, quelle est la définition déjà du handicap? Ça passe déjà par là. C'est de comprendre qu'à aujourd'hui, il y a différentes formes de handicap. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien qu'il y a le handicap visible, le handicap invisible, 80% d'ailleurs est invisible, et qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance sur ce sujet, et qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc l'idée, c'est déjà, avant de mettre en place une politique handicap, c'est déjà d'essayer de comprendre, d'aller déconstruire les stéréotypes qu'il peut y avoir au sein même de votre entreprise, à la fois côté employeur et côté des salariés, et de chaque niveau de business unit qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc ça va commencer déjà par la direction, et ensuite en phase ascendante, afin que toutes les strates puissent être sur le même niveau de compréhension, et ensuite, bien sûr, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'attendent vos salariés. Puisque si on commence à vouloir imaginer une politique adaptée à leur place, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Donc, j'ai une question, Olivier, puisque c'est surtout toi qui a piloté cette politique handicap. Quelle était la perception du handicap au sein du ISS quand tu as décidé de lancer cette mission? Alors, la perception, nous on a une spécificité, c'est qu'on est une entreprise de service aux entreprises. On a une population qui est, et je le dis avec beaucoup d'affection et beaucoup de respect, on a une population qui est peu lettrée et nos collaborateurs ne travaillent finalement pas chez nous, mais travaillent chez nos clients. Donc en ce qui concerne la communication, les messages qu'on veut faire passer, les formations, c'est extrêmement compliqué. Ce dont on a pu se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y avait des idées fausses sur le handicap. Je pense que les préjugés ont la vie dure. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut sans arrêt reprendre casser, lutter contre les stéréotypes, essayer d'apporter des idées nouvelles en permanence pour des nouvelles façons de sensibiliser. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et après, chez nous, donc la difficulté, c'était la communication, puisque nous savons que l'écrit est la moins bonne des communications pour faire passer des messages à nos collaborateurs. Donc, quand tu as démarré cette mission, je dirais que c'était quoi la première pierre? C'était d'aller auprès de qui pour commencer à parler de handicap? Alors, la première pierre, c'était, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était d'avoir l'accord de la direction. Hein. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire que si la direction n'est pas partie prenante, alors après, j'ai eu la chance d'avoir toujours des directions qui étaient volontaires et volontaristes sur le sujet, et qui après vous laissent faire. Mais si la direction n'est pas absolument impliquée dans le projet de départ, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc ensuite, on descend les strates, et étant donné qu'on est à peu près 14 000 en France, donc l'important, c'était de trouver des relais locaux, puisque, comme tu le disais, on descend,
Et effectivement, il faut que le message soit passé auprès de tous. Et c'est ça qui rend les choses assez compliquées. Donc on a des relais locaux, on a des relais par région, on a eu des relais par département. Et là, aujourd'hui, on en a par région. Et c'est la meilleure manière de s'assurer que les messages passent bien, dans les deux sens d'ailleurs, pour permettre aussi à nos collaborateurs, quand ils souhaitent nous solliciter, sur le sujet du handicap et sur d'autres sujets, de pouvoir nous contacter. Et donc, du coup, une fois que tu as pu évoquer le sujet du handicap auprès de la direction, auprès des services RH, auprès des managers, quelle a été l'étape essentielle aussi au niveau des salariés? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des entretiens? Il y a des entretiens, donc effectivement c'est pour ça aussi qu'on a souhaité faire appel à PDM, parce que c'était d'une part une proposition novatrice, d'autre part c'était une proposition orale, puisque c'était sous forme d'entretien. Donc ça c'était pratique pour nos collaborateurs. C'était complètement confidentiel, puisque ça c'est une des choses indispensables à garantir pour tout collaborateur, c'est que tout ce qui est sujet du handicap, donc personnel par définition, doit être absolument confidentiel. Et donc, en plus, avec l'accompagnement d'une structure extérieure, donc qui, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais n'était pas de mèche avec la direction et était effectivement invité par la direction pour accompagner les collaborateurs. Donc ces trois éléments, la confidentialité, l'oralité et l'externalisation, voilà, étaient les trois garanties effectivement que le message passe bien et que du coup les collaborateurs s'impliquent, puisqu'on leur a proposé des rendez-vous et les collaborateurs sont venus à ces rendez-vous pour entendre le message de sensibilisation, comprendre mieux ce qu'était le handicap et du coup ce qui a permis d'ouvrir la parole et que après effectivement pose les questions qu'ils voulaient, éventuellement dépose des demandes et qu'il y ait une suite qui se passe. Et je rajouterais aussi, par rapport à, juste avant ces entretiens, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a toute une phase de communication où l'on va impliquer le salarié. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur le fait que ISS, en l'occurrence, souhaite avancer sur le sujet du handicap, de l'inclusion, mais qu'on a besoin d'eux pour construire cette politique. Donc à partir de ce moment-là, quand on les invite à rencontrer un consultant de chez PDM, c'est qu'ils savent en fait qu'ils viennent pour échanger sur le sujet du handicap, et parce que derrière ça, c'est aussi participer, mettre leur pierre à l'édifice pour participer à la construction de cette politique handicap qui va leur ressembler. Et du coup, ça ne leur est pas imposé. Ça fait la différence. Ils se sentent impliqués dans la mission, ça les valorise, et au moins, l'acceptation est beaucoup plus efficace. Je pense que oui, tu l'as ressenti. Complètement, oui. Les gens savent bien effectivement que les enquêtes, que le résultat qui est bien entendu anonymisé, hein, le résultat des entretiens généraux est présenté en plus à toutes les strates, pareillement, toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on représente à la direction des ressources humaines, on représente les résultats de l'enquête anonymisés toujours, hein, puisque c'était le principe de base. Donc vous imaginez bien qu'on ne trahit pas. Donc on fait la même présentation à la direction, on fait la même présentation aux responsables du personnel, enfin aux représentants du personnel, et on fait des séances plénières où on essaie d'informer. Alors on invite tout le monde, ça sans exception, et on essaie de diffuser le résultat de l'enquête à tous ceux qui ont participé et tous les autres, à tous les collaborateurs de l'entreprise. Du coup, effectivement, il y a des vocations qui naissent, entre guillemets, et ça n'a pas été rare que des gens nous disent « Ah, mais moi, je n'avais pas compris que je pouvais avoir un rendez-vous, est-ce que je peux en avoir après coup ?» etc. Donc, on s'arrange avec PDM et on leur dit « Oui, bien sûr, c'était le principe, c'était d'ouvrir la parole, de vous apporter une parole, et puis après, c'est à vous de jouer et de pouvoir vous impliquer dans ce qu'on va mettre en place. » Il y a une chose aussi qui est assez essentielle de comprendre dans cette phase-là, c'est que sur cette partie d'entretien, on va échanger que sur la définition du handicap. C'est quoi le handicap? Ça vous évoque quoi? Imaginons si vous étiez en situation de handicap. Vous en parleriez à votre employeur?
Oui? Non? Pourquoi? À qui vous en parleriez? Votre manager, votre collègue, votre DRH? Et pourquoi t'en parlerais pas? On reste sur ces questions ouvertes. À aucun moment, on parle de RQTH. À ce moment-là, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir quelle est leur connaissance, quel niveau de maturité ils ont aujourd'hui sur ce sujet pour mieux comprendre. Et à l'issue de ces entretiens, une chose extraordinaire, c'est qu'ils ressortent tous, quand je dis tous, c'est 100%, avec ce sentiment d'avoir appris des choses et de se dire « Ah ouais, donc ça veut dire que moi je suis dyslexique, donc je vis une situation de handicap. » J'avais pas pris ça, j'avais pas pris conscience de ça. C'est d'ailleurs amusant parce qu'on a travaillé en partenariat avec PDM, bien entendu. Donc PDM nous a demandé de faire une liste de premiers invités représentatifs de l'entreprise, donc sur toutes les strates, du management aux agents de service. Et donc sur les premiers entretiens, donc on en a rigolé parce que la correspondante m'a rappelé, m'a dit « Mais Olivier, t'as choisi les gens ou pas ?» Je fais « Non, j'ai choisi. » Ben non, bien sûr, j'ai pris un tiers de l'effectif en essayant qu'il y ait des représentants de chaque étage, de chaque service, mais je n'ai choisi personne. Et parce qu'on se rend compte aussi, du coup, et ça c'est vraiment la chose à retenir, et on le sait, nous qui travaillons sur le sujet, on voit qu'il y a des statistiques qui démontrent, selon les statistiques, qu'une ou deux personnes sur trois seront en situation de handicap avant la fin de leur carrière, sur le principe légal en France, donc ce qui est énorme. Et donc, effectivement, les gens, on s'aperçoit quand PDM intervient, que les gens ont beaucoup de demandes et d'accompagnement, de besoins d'accompagnement sur ce sujet-là. Et si on ne l'avait pas fait de cette manière-là, je pense que les gens auraient, comme souvent, auraient dit « Bon, bah, je vais serrer les dents, j'ai un problème de santé. C'est un problème de santé, donc ça ne regarde pas l'employeur. Je le gère comme je peux, je vais passer sous silence et puis je vais espérer que ça aille mieux. » Or, on sait très bien, malheureusement, que les problèmes de santé, en général, ne vont pas avec le temps s'arrangeant. Malheureusement. Et donc, suite à cette phase d'entretien, de déconstruction des stéréotypes, eh bien, c'est lors de cette restitution qui va vous permettre de construire cette politique handicap. Alors, bien sûr, évidemment, de mettre en place ce qui est légal. Et puis, il y a aussi les engagements de l'employeur suite aux préconisations que l'on vous fera. Absolument. Les résultats de l'enquête, une fois que les résultats ont été présentés à tout le monde, ça nous a servi de base de travail, donc pour prendre des engagements concrets, surtout, des choses, des éléments pragmatiques pour qu'on puisse effectivement donc ouvrir le dialogue avec nos collaborateurs et qu'ils aient le sentiment qu'ils aient été entendus. Ça, c'était important. Pour vous donner un exemple concret, on est passé sur un périmètre le plus important chez nous. On a accordé donc du coup nos collaborateurs qui souhaitent entreprendre une démarche, effectivement, ont le droit à 2 jours de congé supplémentaires parce qu'on sait malheureusement que c'est un petit peu compliqué peut-être administrativement. Donc, ont droit, le temps de prendre des rendez-vous médicaux, ont droit à 2 jours de congés supplémentaires pour procéder à leur démarche. Voilà, ça c'est un exemple concret. Donc, effectivement, là, les collaborateurs se disent, bon, au moins, on nous donne les moyens, effectivement, d'avancer sur le sujet. Et du coup, ces engagements, j'imagine que ça a permis de rassurer un bon nombre de collaborateurs qui ont compris à la fois qu'ils avaient un problème de santé qui s'appelle une situation de handicap au travail, à la fois rassurer ceux qui pouvaient avoir encore peur de se dire ben, j'ai peur de le dire à mon employeur. La plupart, mais je pense, pour revenir à ce que je disais précédemment, les préjugés ont la vie dure. Je pense que les personnes en situation de handicap ont des préjugés aussi, et c'est bien naturel, sur la manière dont l'employeur va recevoir leurs confidences, leurs révélations, enfin leurs demandes. Et donc, mais on sent qu'il y a quelque chose qui gagne du terrain. Donc ça procède de bouche à oreille, presque, j'ai envie de dire. Effectivement, les premiers concernés d'ici, tu devrais en parler parce qu'effectivement, il s'est passé des choses pour moi. Alors, c'est pas miraculeux,
mais puisqu'encore une fois, les préjugés sont des deux côtés, mais on sent que ça amorce quelque chose et qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça de loin en loin et qui continue dans le temps, et c'est très appréciable, quoi. Il y a un effet qui perdure. Ouais, puis c'est vrai que quand tu parles d'amorcer, nous on le voit bien aussi sur l'ensemble des entreprises que l'on accompagne. C'est vraiment en fait de pouvoir amorcer le sujet et que ensuite, après notre intervention, que l'émission handicap, que les référents handicap, que les employeurs puissent s'appuyer sur ce que l'on a fait pour continuer à faire perdurer le message et à pouvoir voler de leurs propres ailes sur ce sujet. Complètement. Parce que le service que nous apporte PDM, le premier, c'est bien sûr, c'est de sensibiliser les collaborateurs. Le deuxième service, c'est de nous aider à peut-être mettre à plat une véritable politique avec des engagements précis. Et le troisième aussi accompagnement, c'est que si jamais un collaborateur donc concerné souhaite engager une démarche, effectivement, le cabinet PDM l'accompagne dans la démarche administrative, qui n'est pas forcément très compliquée, mais qui est longue et fastidieuse, je pense qu'on peut le dire, et qui revient encore, même si les choses évoluent, qui revient régulièrement, puisque la plupart des reconnaissances ont une durée de 5 ans pour laisser le loisir aux personnes de se faire reconnaître ou pas durablement. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de reconnaissances définitives en fonction des problèmes de santé, mais il y en a encore beaucoup, donc c'est un véritable bienfait aussi que PDM puisse accompagner les collaborateurs dans leur démarche. Et PDM garantit, encore une fois, parce que c'est un élément vraiment essentiel, la confidentialité de la démarche. C'est-à-dire que seule la personne, en accord avec PDM, sera en mesure de venir me voir et de me dire « j'ai engagé une reconnaissance, je te transmets le titre que j'ai obtenu ». Et si elle ne le veut pas, moi je ne le saurai pas parce que PDM ne me dira rien. Et c'est le postulat de base qu'on avait mis en place. J'imagine que aussi, tout au long de ce parcours, tu as mis en place un peu de communication pour... Alors, il y a des communications régulières et générales. Alors, encore une fois, la communication, je vous l'ai dit, est difficile chez nous. Mais j'ai essayé qu'elle soit à l'image de PDM, un peu diversifiée, un peu novatrice, avec ma responsable qui n'est pas là, mais à qui je pense très fort. On a essayé de communiquer différemment pour que le handicap soit mieux accepté. Donc, on a créé sur notre intranet, on a créé une médiathèque dédiée au handicap où on présente les grands films. Alors, c'est pas des films, ça peut être des films classiques, enfin pas des films documentaires, quoi. C'est ça que je voulais dire. On met tous les films connus sur le handicap, les ouvrages de référence, les différents livres qui ont été publiés et tous les podcasts on essaye sur la totalité des typologies de handicap. Bon, ce qui est loin d'être simple. Et du coup, on a présenté ça a eu pas mal de succès. Les gens se sont dit, bah tiens, je savais pas que ce film parlait de ce sujet-là. Donc ils sont allés voir qu'est-ce que je pourrais vous dire, bon, il y a des films qui sont très très connus, mais sur les livres, il y en a peut-être qui le sont moins, comme Le Cri de la Mouette d'Emmanuel Laborie sur la surdité ou son rapport à la surdité, etc., ou d'autres. Et du coup, maintenant, les gens nous disent, est-ce que tu as lu cet ouvrage ? Est-ce qu'on pourrait le mettre dans la bibliothèque donc, ou dans la médiathèque ? Et donc, c'est quelque chose qui vit et qui s'agrandit. Donc là encore, on voit que le message avance doucettement. Donc, mais c'était important pour nous de communiquer sur le plan privé, quoi, de sortir du cadre de l'entreprise en disant non, on ne va pas vous mettre un film documentaire sur la surdité. Déjà, ça risque de vous barber. Enfin, avec tout le respect que je dois sur les films documentaires sur la surdité, bien entendu. Mais bon, c'est peut-être une autre façon d'aborder la chose que d'avoir un roman ou que d'avoir un film grand public, effectivement. Voilà. Et donc ensuite, on forme les managers parce que c'est important, c'est eux qui vont être à proximité des collaborateurs. Donc on fait des formations régulières où on essaie de casser Enfin, on ne fait pas qu'essayer, j'en anime un certain nombre, donc je suis connu de l'entreprise depuis 17 ans et puis
Puis je ne me prive pas de dire ce que j'ai à dire à mes collègues pour casser les préjugés, les idées préconçues. Donc voilà, formation, diffusion d'informations. Et le dernier petit document qu'on ait mis en place, puisque vous avez compris qu'on était une entreprise, on doit avoir au sein de notre entreprise quelque chose comme 75 ou 83 nationalités représentées. Donc on a décidé de diffuser un flyer donnant pour les personnes l'intérêt de se faire connaître, de se faire reconnaître d'abord et de se faire connaître comme travailleur handicapé auprès de la mission handicap en 5 langues. Donc on a effectivement pris bien sûr le français, le portugais, l'espagnol, l'arabe et l'anglais, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent du Sri Lanka ou d'Inde. Voilà. Et ça a été apprécié aussi par nos collègues. Et sur cette expérience, sur ce parcours, puisque pour vous donner un ordre d'idée sur le périmètre, on a rencontré donc, pendant 1 heure en entretien individuel une petite centaine de collaborateurs. Et il y a une quinzaine de personnes qui, du coup, suite à ces entretiens, souhaitent justement se faire reconnaître. Est-ce que tu aurais été en capacité, toi, avec ton équipe, de pouvoir faire tout ce parcours-là en un temps assez court? Non, clairement pas, parce qu'on a toute la communication à mettre en place, on a beaucoup de choses à prévoir, on a les relations, puisqu'on garantit à nos collaborateurs, bien entendu, les collaborateurs qui nous disent qu'ils sont reconnus. L'engagement qu'on prend ensuite, c'est de les accompagner sur l'aménagement éventuel de leur poste de travail, leurs conditions de travail, puisqu'il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir poursuivre sereinement l'exercice de leur profession. Donc on n'aurait pas pu, il y a beaucoup d'échanges sur le recrutement pour ouvrir la porte, donc on fait des forums avec les Cap Emploi. Donc le sujet de l'accompagnement, qui est d'abord très long, vous l'avez compris, puisqu'il y a le suivi administratif, donc non, très clairement, on n'aurait pas pu accompagner chacun, même si on l'avait voulu, ou alors ça aurait demandé une infrastructure colossale et un nombre de collaborateurs très très importants dédiés à ce sujet, et c'est compliqué, quoi. Merci Olivier. Alors, je me suis permis de vous mettre quelques chiffres. C'est une étude qui a été faite par cabinet Hays Monster Ipsos auprès de sociétés qui sont Waste Place to Work, et sur lequel ils ont mis en place une politique handicap sur lequel il y a des résultats très concrets. Alors, excusez-moi, politique QVCT, auquel fait partie le handicap. Donc c'est un ensemble, mais malgré tout, on voit qu'à partir du moment où on met en place une politique vers le salarié, il y a de vrais impacts, puisque 3 fois plus de croissance, 43% de productivité, une baisse de 65% du turnover et surtout 41% de baisse d'absentéisme. Quand on sait qu'en moyenne en France, l'absentéisme a un coût de 4,4% de la masse salariale, c'est aussi un enjeu économique important. Mais ce que vient de vous expliquer Olivier, comment il a réussi à mettre en place sa politique handicap adaptée et efficace en entreprise, ben ça rejoint en fait notre méthodologie d'intervention qui est en 3 phases: déconstruire les stéréotypes, préconisation, concevoir la politique handicap et surtout accompagner votre salarié sur la mise en place du dossier, le remplir, le suivi, et donc d'aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Oui. Alors la durée de mise en place sur l'étude, les entretiens, c'est allé assez vite. Je dirais qu'on a dû mettre, je regarde notre partenaire directement, on a dû mettre 3 mois, quelque chose comme ça. Le temps de prévenir, parce qu'il y a des rendez-vous à prendre avec la direction, de leur dire on va vous engager, donc vous allez nous suivre. Alors c'est pas dit comme ça, hein, c'est bien plus respectueux, bien entendu. Les représentants du personnel, et ensuite les entretiens, ça vient assez vite. Ça dépend des sites, en fait. Ça dépend des sites. Nous, la difficulté, c'est que on avait certains sites où les gens travaillaient en solo. Donc alors là, pour faire se rassembler les personnes, dès qu'on avait un gros site, on disait, voilà, on vous ouvre 5 jours, toutes les heures, il y aura un rendez-vous.
Donc vous vous inscrivez, ça s'est allé assez vite. Et après, pour l'accompagnement des personnes à la reconnaissance, PDM et nous-mêmes sommes tributaires de la rapidité d'exécution de l'administration française. Donc selon les départements, c'est très variable. C'est très très variable, ça va... non mais ça permet quand même un accompagnement déjà. Donc moi en tout cas, je vois le temps passer beaucoup plus vite, parce que finalement c'est PDM qui accompagne les collaborateurs. Donc c'est eux qui ont toute la charge de relancer, etc. et de voir où ça en est. Donc je dirais que dans le meilleur des cas, c'est 3-4 mois. Et puis dans le pire des cas, on est à 1 an de démarches administratives pour qu'une personne se fasse reconnaître. Et pareil, malheureusement, pour les renouvellements. C'est pour ça que c'est important de s'y prendre en amont. Une politique handicap, ça ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose de réfléchi. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on parle d'humain. Donc c'est important aussi de concerner les personnes à qui ça va toucher. On ne peut pas mettre en place quelque chose sans aller vers eux et essayer de voir c'est quoi leur frein, c'est quoi leur perception et qu'est-ce qui leur conviendrait. Dans chaque entreprise, nos préconisations sont différentes, puisqu'il y a des particularités chez chacun, et c'est la force d'une politique handicap adaptée, c'est que justement, vous puissiez faire en sorte qu'elle soit sur mesure. Alors, avec les limites de chacun, évidemment, mais il y a des solutions qui peuvent être même gratuites, hein. De la bienveillance. Déjà, c'est la base. Déjà, de la bienveillance. Et si on part de là, on a gagné quand même beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça avance pas assez vite, mais il faut plutôt voir le côté positif, c'est que ça évolue. Et c'est un environnement qui rend meilleure l'entreprise aussi, je pense. Donc on apprend à tous nos collaborateurs, aux managers, à changer de discours. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais on a souvent l'habitude de pratiquer de l'humour malvenu. Donc les plaisanteries sexistes, vous devez connaître, mesdames. Donc, et puis pour tout le monde, c'est naturel. Enfin, oui, non, mais je voyais pas à mal. Et on a les mêmes exactement pour les personnes en situation de handicap. On va dire, bon, bouge-toi, là, tu vas pas faire le handicapé. Enfin, on a beau... c'est vraiment, on attaque la falaise hein, quand on met en place une politique. Les préjugés, ouais, c'est le combat, qui, à mon avis, n'aura jamais de fin. Mais on le fait de bon cœur et on continue, bien entendu, tous les jours à travailler sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, l'objectif, en fait, c'est avant de mettre en place une politique handicap, c'est pour nous important de pouvoir comprendre, en fait, quel est aujourd'hui leur niveau de maturité et de perception par rapport au sujet du handicap. C'est quoi ta vision du handicap? Quand je te parle de handicap, tu penses à quoi? Et imaginons, si tu étais en situation, enfin, si tu avais un problème de santé et que tu étais en situation de handicap, est-ce que tu en parlerais à ton employeur? Oui, non. Le but, c'est d'aller comprendre. Et grâce à ça, on va pouvoir justement faire des préconisations sur mesure à l'employeur pour que sa politique handicap soit adaptée et que du coup, elle rassure. C'est ça le but. À aucun moment, dans cette phase-là qui est primordiale, on parle de RQTH. Malheureusement, il y en a en entreprise qui s'y prennent pas de la bonne façon, qui vont aller directement vers leurs collaborateurs en disant « j'ai une contribution, ça me coûte de l'argent, est-ce que tu as un problème de santé ?» Alors là, vous avez le combo gagnant, ça ne marchera jamais. Et ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est que le salarié se sente en confiance et qu'il sente qu'il est une personne entière à qui on a confiance, qu'on a envie de continuer à travailler. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème de santé que je suis plus faible. Non, au contraire, c'est une force. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on fait ces entretiens individuels pour qu'ils prennent conscience de ça, le salarié, les managers, la direction, tous. Et qu'ensuite on ait les résultats qu'on arrive à avoir, puisqu'en moyenne,
On sait que quand on rencontre à peu près 5 personnes en entretien, eh bien, il y a une personne qui se fait reconnaître derrière. Oui, les gens n'étaient pas du tout choisis. Donc, comme je le disais, n'importe quel salarié est invité. On essaie juste que ça soit à la fois des managers, des gens des différents services, de la comptabilité, pour vraiment qu'on ait une vraie représentation de l'entreprise, en partant du principe que ces gens-là convaincus allaient en convaincre d'autres. Et effectivement, PDM les sensibilise au handicap de manière individuelle et complètement confidentielle et leur demande en même temps, à leur avis, la perception qu'ils ont de la notion de handicap au sein de l'entreprise, etc. Donc c'est tout un questionnaire précis qui permet effectivement que la personne soit renseignée d'abord, elle, et qu'ensuite nous, on ait un retour général, pas individuel bien entendu, et anonyme de ce qui a été dit de manière globale. Merci à vous tous et passez une belle journée à l'Inclusive Day.